La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale créant de nouveaux droits en faveur des malades, des personnes en fin de vie. Madame la ministre, mes chers collègues, avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé, à raison d'un orateur par groupe, à 7 minutes, le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe disposant de 3 minutes. Je vous inviterai ensuite à vous rendre dans la salle des conférences pour voter. Je suspendrai la séance pendant la durée du scrutin, qui est prévu pour une demi-heure. Je proclamerai enfin le résultat à l'issue du dépouillement aux alentours de 17h45, puis je donnerai la parole au gouvernement. Donc, la parole est d'abord à notre collègue Françoise Gatel pour le groupe UDI, Union centriste. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons démocratiquement et longuement débattu d'un texte important traitant de la fin de vie. Ce texte proposait 2 évolutions par rapport à la loi Leonetti de 2005. La première, la sédation profonde et continue pour des personnes atteintes d'une maladie incurable, réfractaires à tout traitement et dont le pronostic vital est engagé. Le caractère contraignant des directives anticipées. Le texte proposé par la Commission des affaires sociales du Sénat était un texte équilibré et mesuré qui permettait de répondre aussi bien à la demande légitime d'une fin de vie apaisée qu'aux besoins de sécurisation des médecins sans pour autant banaliser les actes pouvant conduire à la mort. Le Sénat a également, de manière pertinente, mis en évidence l'indignité et la grande misère des soins palliatifs dans notre pays, aujourd'hui accessibles à seulement 20% des personnes qui en auraient besoin. Le Sénat a aussi enrichi le texte en insistant sur le développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, non seulement à l'hôpital, mais aussi dans les structures médico-sociales et à domicile. Aujourd'hui, 70% des Français meurent à l'hôpital, alors que 70% des Français voudraient mourir chez eux. Il a également plaidé pour une meilleure formation aux soins palliatifs des médecins. Mais surtout, ce texte affirmait un devoir de fraternité envers les plus vulnérables d'entre nous, ceux qui vont mourir. Il affirmait par là même la double finalité de la médecine, tout à la fois curative et palliative. Mais au cours de son examen en séance, ce texte est devenu une coquille vide. La sédation profonde, telle que définie, acte de compassion et de bienveillance, n'est pas le cheval de Troie d'une euthanasie déguisée. Le Sénat a clairement refusé le droit au suicide assisté et à l'euthanasie. Des questions qui, en effet, ne sauraient être débattues au simple détour d'un amendement sur un texte qui ne concerne encore une fois que ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir. Nos débats ont été nourris de nos convictions, de nos expériences personnelles, de nos émotions, de nos valeurs, mais aussi de nos questionnements. Vole-t-on leur mort à ceux qui n'ont plus que quelques moments à vivre? Vole-t-on des moments de vie, de partage et d'échange avec les proches, quand la science est devenue impuissante à soulager et que l'heure de la mort a sonné? Porte-t-on atteinte à la vie en accordant dans les derniers moments le repos qui apaise, allège les souffrances et les tourments? Mais de quoi parlions-nous? Nous parlions ici des derniers jours, des dernières heures, des derniers instants de personnes en situation de souffrance extrême qu'aucun traitement ne peut soulager. Peut-on légitimement refuser à des personnes qui ont clairement exprimé leur volonté le droit d'être endormies pour apaiser leur souffrance lors de leurs derniers moments? Peut-on décemment laisser un médecin seul endosser la responsabilité d'un acte de sédation qu'il accepterait par humanité sans que la loi ne le protège? Car c'est bien ce que proposait le texte que nous votons aujourd'hui. La politique a un devoir d'exigence de vérité.
Et oui, il faut ici dire encore qu'aujourd'hui, des hommes meurent en souffrance, en angoisse et dans une grande solitude, abandonnés par une science devenue impuissante, livrés à la conscience et à l'humanité d'une équipe médicale que nul ne protège. Derrière nos débats, derrière nos mots, il y a des hommes confrontés à l'ultime moment de leur vie et le désarroi de l'impuissance des familles. Avec le président de la Commission des affaires sociales, les rapporteurs ont accompli un travail de grande qualité, empreint de rigueur et d'humanité. Ils ont pesé chaque mot, clarifié chaque principe, en prenant soin d'ôter de ce texte les scories qui pouvaient provoquer les consciences. Ils ont clairement et strictement défini les conditions d'encadrement du droit à la sédation profonde et continue et du renforcement des directives anticipées. Ce texte était à la fois trop pour certains, pas assez pour d'autres. Mais aujourd'hui, il n'est rien. Il est un oubli d'humanité et un défaut de fraternité. Aussi, en mon âme et conscience, avec grand regret, et en saluant très sincèrement à nouveau le travail des rapporteurs et du président de la Commission des affaires sociales, je voterai contre ce texte, car ce n'est pas ainsi que les hommes doivent forcément mourir. Merci beaucoup. La parole est à Madame Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, débattre de la fin de vie est toujours très sensible. Nous devons légiférer, nous déterminer sur cette question délicate et douloureuse, alors qu'inévitablement nous y projetons de fait la mort de ceux que nous aimons et notre propre mort, mais aussi nos croyances, nos angoisses. Depuis 3 ans, plusieurs rapports ont été rendus sur le sujet, celui du professeur Sicard, l'avis du Comité consultatif national d'éthique et un colloque a été organisé dans nos murs en février dernier. La proposition de loi de nos collègues députés Leonetti et Claes s'inscrit dans la continuité des lois adoptées ces 15 dernières années. La loi de 1999 qui a garanti l'accès aux soins palliatifs, celle de 2002 qui a accordé aux malades la possibilité de refuser un traitement lui paraissant trop insupportable et la loi de 2005 qui a offert aux malades la possibilité de demander aux médecins de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés comme une obstination déraisonnable. À l'initiative des rapporteurs Michel Amiel et Gérard Dériau, dont je tiens à saluer l'excellent travail, la Commission des affaires sociales du Sénat avait souhaité clarifier ou modifier le texte issu de l'Assemblée nationale et limiter le caractère automatique des décisions concernant la fin de vie. Ainsi, concernant le refus de l'obstination déraisonnable, la Commission a défini les obligations minimales qui s'attachent à la mise en œuvre de la procédure collégiale. Pour les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, la Commission a supprimé la mention de prolongation inutile de la vie, jugée source d'ambiguïté, et celle de l'hydratation ou de l'alimentation artificielle, afin de s'en tenir à la jurisprudence du Conseil d'État. Elle a précisé que dans le cas où une personne souhaite arrêter tout traitement, engageant ainsi son pronostic vital à court terme, la sédation profonde et continue n'est mise en œuvre qu'en cas de souffrance réfractaire. Cette nouvelle rédaction de la Commission visait à écarter toute dérive vers le suicide assisté. Néanmoins, le texte de la Commission a été largement remanié lors de son examen en séance. À l'article 1er, en matière de soins palliatifs, il est désormais précisé que les soins palliatifs doivent être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que les professionnels de santé devront mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à toute personne une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Ces moyens consistent en particulier en des unités de soins palliatifs équitablement réparties sur le territoire national et le développement du nombre de lits dans les services hospitaliers et des unités mobiles destinées à œuvrer dans les cas d'hospitalisation à domicile ou dans les établissements médico-sociaux. L'accent a également été mis sur la formation des professionnels de santé et des personnels des EHPAD. L'inégalité territoriale des soins palliatifs est un constat partagé sur tous les bancs
et que le Sénat en soit inquiet n'est pas illogique. À l'article 2, la notion d'inutilité des traitements est remplacée par la notion d'inefficacité. La commission des lois, et à cet égard je remercie notre collègue François Pillet pour l'ensemble de ses amendements, a proposé que le recours à la procédure collégiale soit limité au seul cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Enfin, il a été défini que l'hydratation artificielle est un soin et non un traitement qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Pour ce qui est de la sédation profonde et continue, l'article 3, qui prévoyait sa mise en œuvre pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, a été modifié en séance. Le caractère continu jusqu'au décès de la sédation a été supprimé. Seule reste la notion de sédation profonde. Cette sédation devant s'accompagner de l'arrêt de tous les traitements de maintien en vie, la commission des lois a précisé que cette décision d'arrêt des traitements devait revenir aux patients. La Commission avait supprimé le bilan du développement des soins palliatifs. Celui-ci a été réintroduit en séance. Quant à l'opposabilité des directives anticipées prévues à l'article 8, plusieurs amendements ont été adoptés. Il prévoit que ces directives anticipées ne doivent pas contrevenir à la liberté de prescription du médecin et ne lui sont plus opposables. Elles peuvent être révisées et révoquées à tout moment, par tout moyen. En cas d'inscription des directives dans le registre national, un rappel régulier de leur existence sera effectué à leur auteur. Le médecin traitant pourra informer ses patients à leur demande des conditions de rédaction des directives anticipées. Les personnes placées sous tutelle pourront rédiger des directives dans les conditions du droit commun. Enfin, l'article 9 précise le statut du témoignage de la personne de confiance. Le texte ainsi issu de nos débats, notre collègue Françoise Gatel l'a dit, est en effet différent du texte initial. Mais ceci prouve surtout combien réouvrir la loi consensuelle Leonetti de 2005 pour satisfaire un engagement du président de la République, il faut le rappeler, a renvoyé chaque sénateur à ses convictions profondes sur la fin de vie. Comment pouvait-il en être autrement? Celles et ceux partisans d'une euthanasie active et du suicide assisté sont peu nombreux dans notre groupe. Plus nombreux sont les sénateurs qui préféraient sans doute à un nouveau texte sur ce sujet difficile un vrai développement des soins palliatifs, assurant ainsi l'application effective de la loi 2005. En commission des affaires sociales comme celle des lois, le travail soigné de nos rapporteurs pour améliorer le texte de l'Assemblée nationale n'a pas suffi à apaiser leurs craintes d'une dérive euthanasique. Personne n'est à blâmer. Il n'y a ni conservatisme d'un côté ni progrès de l'autre, d'autant que la notion de progrès en matière de loi sociétale est toujours très complexe. Mais il existe des positions différentes, toutes méritant respect mutuel et humilité. Une deuxième lecture va suivre. Je souhaite que l'Assemblée nationale ne se contente pas, comme c'est souvent la règle, de revenir à son propre texte en faisant fi des doutes émis par notre Haute Assemblée. Les termes de continuité de la sédation jusqu'au décès et de droit opposable à la mort doivent être mieux redéfinis tant les mots ont du sens et doivent être posés. Le débat a montré par ailleurs que la perception des termes employés était très différente selon que l'on est ou non familier du monde médical et de l'environnement des personnes malades en fin de vie. Ne l'oublions pas en deuxième lecture. Pour conclure, notre groupe avait laissé à chacun de ses membres une totale liberté de vote tout au long de l'examen du texte. Il en est bien évidemment de même pour le vote final. Merci, ma chère collègue. Madame la ministre, mes chers collègues, au nom de tous, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre nouvelle collègue Marie Mercier, devenue sénateur de Saône-et-Loire. En ce moment, je voudrais avoir une pensée amicale pour notre ami Jean-Patrick Courtois, qui a été vice-président de notre Assemblée, ainsi que pour tous nos collègues qui ont dû abandonner leur mandat de sénateur par décision du Conseil constitutionnel le 11 juin dernier. Je voudrais appeler M. Georges Labazée pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur un texte d'une telle nature, la consigne de vote des groupes est bien souvent qu'il n'y en a pas. Oui, mes chers collègues, comment peut-on demander à un groupe de voter
comme un seul homme ou une seule femme, sur des dispositions qui font appel aux convictions les plus personnelles, les plus intimes. Sur la proposition de loi qui nous a été présentée telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, il y avait ceux qui étaient satisfaits par le texte en l'état, et puis il y avait ceux qui voulaient aller plus loin. Difficile donc de trouver une position commune. Malgré tout, une chose était évidente, personne ne souhaitait revenir en arrière. C'était sans compter sur le sabotage de l'article 3 et de l'article 8, dispositifs clés de ce texte. Oui, mes chers collègues, en supprimant le droit à la sédation continue jusqu'au décès, je cite l'amendement, puis en supprimant le droit pour chacun de voir ses directives anticipées reconnues et respectées, la droite sénatoriale, tout au moins une partie de celle qui a montré un visage, je suis pour ça, je pèse mes mots, monsieur Roche, voilà, une partie, voilà, un visage de réaction faisant ainsi preuve d'un terrible comportement, ainsi qu'une grande majorité alors qu'une grande majorité de Français réclament des avancées sur ce sujet, elle a choisi de dégrader sensiblement le droit existant. L'article 3 a donc été vidé de son sens par l'amendement 59 ter de M. Dominique de Legge et de ses collègues, qui a supprimé le caractère continu jusqu'au décès de la sédation. Quel dommage, et j'ai écouté Mme de Roche il y a quelques instants, d'avoir succombé pour certains au fantasme de la dérive euthanasique, car ce n'était pas l'objet de cette disposition, et je tiens à saluer Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, qui, tout au long du débat, avaient beaucoup de courage, avaient apporté les explications, les précisions à tous les instants de notre discussion sur cet article. Il s'agissait non pas d'appliquer la sédation pour le décès, mais de l'appliquer jusqu'au décès. Sacrée différence, vous en conviendrez. Cet article 3 crée l'obligation juridique de répondre à une personne qui souhaite que sa souffrance soit allégée. Je veux rappeler même les propos de Michel Amiel, rappelant, disons, une recommandation de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qui disait « La plupart des auteurs réservent la mise en œuvre d'une sédation profonde maintenue jusqu'au décès aux patients dont la mort est attendue dans un bref délai, généralement de quelques heures à quelques jours. La sédation profonde et continue est donc un acte thérapeutique qui fait appel à l'arsenal des soins palliatifs. Pas de rupture alors. Et tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que le patient a le droit, dans des conditions particulières, de demander à une équipe médicale de bénéficier d'une sédation jusqu'au moment de sa mort. Apporter des solutions concrètes, créer l'obligation juridique de répondre à la souffrance d'une personne qui va inéluctablement mourir, voilà ce qui nous anime, voilà ce que vous avez supprimé. Et nous porterons une grande attention au compte rendu des auditions à venir à l'Assemblée nationale, lorsque les députés questionneront les médecins spécialistes et leur demanderont comment ils pourront appliquer la sédation profonde non continue à une personne qui souffre physiquement et moralement sans porter atteinte à la déontologie médicale. Et comme cela ne suffisait pas, l'article 8 a également fait l'objet de grandes modifications. L'amendement 67 de M. Delège et autres sénateurs a supprimé le droit opposable des directives anticipées, précisant que le médecin prend en compte les directives anticipées, mais que celles-ci ne s'imposent pas à lui. Vous l'avez précisé lors de la présentation de votre amendement, chers collègues, cela renvoie à une différence majeure entre nous sur la question de savoir si la proposition de loi doit ou non créer un droit opposable. Alors,
Plusieurs critiques, bien sûr, ont été adressées sur les textes. Alors on disait tantôt qu'il s'agit d'un texte qui protège le médecin, pas le patient. C'est une proposition de loi pour les médecins, pas pour les patients. Eh bien voilà, aujourd'hui, vous donnez désormais un crédit qui n'était pas nécessaire à ces allégations. L'article 8 étant vidé de sa substance, l'esprit de cette loi est définitivement contourné. Je regrette d'ailleurs que l'amendement présenté par Dominique Gillot et signé par le groupe socialiste et républicain sur l'information des directives anticipées lors de la journée défense et citoyenneté n'ait pas été adopté malgré l'avis favorable du gouvernement. Triste constat qui est le nôtre en ce milieu d'après-midi. À l'article 8, vous nous demandez de voter des dispositions qui permettraient à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, mais sans garantie pour cette personne que ces directives soient un jour appliquées par le médecin, sans compter l'absence d'un dispositif qui permettrait une information réelle et complète de l'existence de ce droit et de la nécessité de rédiger de telles directives. Texte pour le moins bizarre, vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur Pillet, dans vos interventions. Je suis surpris que cette version qui nous est aujourd'hui soumise et qui ne tient en aucun cas compte des accords transpartisans qui ont été passés à l'Assemblée nationale. Je vous renvoie au texte tel qu'il avait été adopté très largement à l'Assemblée nationale par-delà des aspects partisans. Je suis attristé par ces dispositions adoptées alors que les travaux de la Commission des affaires sociales et des lois ont consisté à chaque étape de la proposition à clarifier, lever les ambiguïtés. Je termine, Monsieur le Président, à avancer, même si nous n'avons pas été d'accord sur tout, et je salue et je rappelle, je salue les travaux des rapporteurs Amiel et Deriot, et je salue le courage de notre Président. Je veux saluer, je termine là-dessus, les membres du groupe communiste et républicain, le groupe écologiste, le RDSE dans sa grande majorité, ainsi qu'une partie du groupe centriste et même quelques républicains progressistes. Étrange retour en arrière que ce texte qui nous est soumis, en vidant ce texte de sa substance. Il faut conclure là. Voilà. Eh bien, messieurs de l'ex-UMP, vous avez souhaité calquer le modèle américain. Vous êtes inspirés du Tea Party. Vous avez suivi les tenants de la manif pour tous. Je vous propose une nouvelle appellation. Vous êtes désormais des conservateurs. Bien, merci. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Vous avez la parole, ma chère collègue. Allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, je voudrais dans un premier temps remercier les rapporteurs Amiel, Deriot, notre collègue Pillet, le président de la Commission des affaires sociales Alain Milon et tous les collègues de la Commission des affaires sociales dont nous ne partagions pas tout à fait les vues, mais dont nous souhaitons saluer le travail rigoureux, équilibré et, on dira a posteriori, malheureusement visionnaire. Comme cela a été dit dans les interventions précédentes, le premier scandale en France, c'est l'inégalité face à la mort. Les soins palliatifs sont trop peu nombreux et à cet égard, l'échec ou la non-application de la loi Leonetti ont été dénoncés à diverses reprises. Aussi, nous saluons les progrès dans le nouveau texte concernant les soins palliatifs et la mesure des inégalités sur le territoire, une préoccupation majeure. Nous l'avons déjà dit lors de précédentes interventions, 79 sénatrices et sénateurs de toutes les familles politiques souhaitaient aller plus loin que le texte initial. Un débat de qualité a permis, dans la nuit de mardi à mercredi, de considérer que nous étions encore trop peu nombreux, puisque 75 personnes ont voté pour ces amendements qui permettaient de suivre la volonté des personnes qui ne souhaitaient plus souffrir lorsqu'ils étaient atteints
de maladies incurables. Nous aurions voulu plus, mais je vous l'avoue, mes chers collègues, pas un instant nous n'avions anticipé ce qui allait se produire mercredi, à savoir un détricotage, pas à pas, méticuleux, au début masqué et ensuite moins, où l'on a, et c'est très difficile à expliquer en dehors de cette Assemblée, réussi à inventer la sédation profonde et intermittente, puisque nous avons décidé que la sédation profonde ne serait plus continue jusqu'à la mort. Je ne suis pas sûre que les collègues, il a été voté majoritairement pour ce point, je ne suis pas sûre que tous les collègues, et c'est l'excuse que je vais réaliser, la monstruosité de ce que nous avons voté. Toutes les personnes qui ont accompagné des personnes en fin de vie vous le diront. Ensuite, concernant les directives, un deuxième tour de passe-passe a permis, en quelque sorte, de rendre ces directives optionnelles face au pouvoir médical, ce qui était justement l'inverse de ce qu'avait défendu la Commission des affaires sociales et ce qu'avait rappelé Madame la ministre. Nous en arrivons donc mercredi à un texte qui est vidé de deux de ses éléments essentiels. L'article 3, nous avons fait voter les absents. L'article 3 a été validé à l'aide d'un scrutin public dont certains doivent amèrement regretter que l'on ait pu voter pour eux. Et nous arrivons donc à un texte qui est devenu inepte, à savoir que non seulement nous n'avons pas créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, mais nous avons réussi, mes chers collègues, à reculer par rapport à ce qu'était la loi Neonetti. Ça a peut-être été un petit peu masqué dans la presse. Ces deux modalités ont dévitalisé totalement ce texte de loi de sa portée juridique et Madame la ministre, dont je salue totalement le travail et la loyauté, même si nous n'avons pas eu les mêmes positions, elle a défendu pas à pas un équilibre politique qui avait tout son sens et par la volonté, on verra tout à l'heure de combien, mais de quelques-uns, c'est non seulement la loi sur la fin de vie qui a été malmenée, mais c'est aussi toute l'image du Sénat qui a été écornée, qui jusqu'à peu était le défenseur des libertés individuelles et collectives. Poursuivez. Je pense qu'à partir du moment où on n'avance pas, on recule et en sens politique, quand on n'est plus dans la conservation mais que l'on revient sur des droits acquis, ça s'appelle de la réaction pure et simple. Nous avons donc... Ah mais je vois bien les mines consternées de certains collègues sur le côté droit de l'hémicycle. C'est simpliste mais c'est vrai, il n'y a que la vérité qui blesse. Vous êtes vexés d'avoir laissé détricoter une loi comme ça. S'il vous plaît. Ah non mais, excusez-moi, là c'est pathétique. Si vous voulez poursuivre. On a des... S'il vous plaît. S'il vous plaît, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Nous avons des malades qui nous regardent, nous avons des familles qui nous regardent, et je peux vous dire que l'image qu'a donnée le Sénat mercredi n'était pas l'image d'un Sénat respectueux des équilibres politiques, parce que je suis désolée, même si majoritairement au groupe écologiste nous ne partagions pas la prudence du texte initial, le texte initial qu'on nous a amené ici, il était équilibré politiquement, il était juste, il était sensé, il était respectueux des malades, il était respectueux des valeurs de la République. Mes chers collègues, je ne répondrai pas à ces aboiements qui ne sont pas dignes d'un sujet de ce type et j'en m'en resterai là. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Annie David pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Je demanderai à chacun d'écouter. Ça va ? Allez-y. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Comme je l'avais indiqué en ouverture de l'examen de cette proposition de loi, le sujet de la fin de vie est un sujet sensible, difficile à aborder. Il renvoie pour chacune et chacun d'entre nous à des moments douloureux, moments durant lesquels nous avons pu être contraints de prendre des décisions difficiles sur la fin de vie de nos proches. La plupart de nos concitoyennes et de nos concitoyens, comme nous, a été confrontés à cette question difficile de la fin de vie. C'est certainement pour cette raison que ce sujet mobilise fortement et que les attentes citoyennes sont importantes. Nos concitoyennes, nos concitoyens veulent notamment que le débat sorte des hôpitaux et du cadre médical. Ils et elles refusent que d'autres, juges ou médecins, décident à leur place de la manière dont devra se dérouler leur fin de vie et du moment où leurs souffrances seront abrégées. Enfin, ils et elles acceptent de moins en moins de ne pouvoir accompagner convenablement leurs proches dans leurs derniers instants. Nous avions le devoir, en tant que parlementaires, de les écouter, d'entendre leur besoin d'être acteurs, actrices de leur propre mort, de leur garantir la possibilité d'avoir une fin de vie qu'ils jugent digne pour eux-mêmes, sans souffrance, apaisée, de leur permettre de tenir la main de leurs proches quand la mort approche. Nous devions sortir d'une approche technicisée et médicale de la mort, je l'ai dit, nous devions sortir de l'hôpital. Nous devions proposer des solutions pour mieux mourir, chez soi, entouré des siens, sans avoir à attendre que les souffrances deviennent insupportables. Pourtant, alors que notre Haute Assemblée est réputée pour sa sagesse, les débats sur ce texte n'ont été ni à la hauteur de cette réputation, ni à la hauteur du sujet, et ni surtout à la hauteur des attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je ne m'attarderai pas sur la forme, ni sur les propos caricaturaux qui ont pu être tenus, j'en resterai au fond. Sur le fond, donc, une partie de la droite sénatoriale s'est obstinée à revenir sur des droits acquis, si bien que le nouveau titre de la proposition de loi, « Création de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie », n'a lui-même plus de sens. La proposition de loi qui nous avait été présentée avait pourtant une portée déjà limitée. Il s'agissait davantage de renforcer l'application de la loi Leonetti que de garantir de nouveaux droits, ce que certains, certaines, dont je fais partie, ont pu regretter. En effet, nos concitoyennes, concitoyens étaient en attente d'une loi sincère et claire sur la fin de vie qui permettrait notamment l'ouverture d'un droit vraiment nouveau, celui de l'assistance médicalisée pour mourir. Et le débat que nous avons eu ici même le mercredi dans la nuit a été d'une très haute tenue et d'un très bon niveau. 75 sénateurs et sénatrices se sont exprimés en sa faveur. Cela veut bien dire qu'il y a nécessité à revenir sur ce dossier et que notre Assemblée n'est pas prête pour aller plus loin. Pour autant, et malgré ces limite, ce texte présentait deux avancées notables. La première était la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans des cas strictement définis, quand le pronostic vital est engagé à court terme, en cas de souffrance réfractaire à tout traitement, et ce, bien sûr, conformément à la volonté du patient. La deuxième avancée était le renforcement de la portée des directives anticipées, avec des mesures pour les rendre plus utilisées, plus exploitables et surtout contraignantes. L'idée étant que les directives, et ainsi la volonté du patient, doivent s'imposer aux médecins. Le texte qui est soumis à notre vote aujourd'hui est un recul fort et revient même sur la loi Leonetti. D'abord, concernant la sédation profonde et continue jusqu'au décès, la droite, une partie en tout cas de la droite, a adopté un amendement qui supprime les termes « continue jusqu'au décès ». Ce n'est ni plus ni moins qu'un retour à l'existant. La sédation pouvait déjà être mise en œuvre comme une procédure de soins palliatifs. Or, le fait qu'elle ne soit pas continue obligeait à réveiller la personne pour qu'elle réitère son choix. En l'état, la proposition de loi ne clarifie donc en rien le droit actuel, ni n'apporte de nouveaux droits aux patients en fin de vie. De plus, dès lors que le Sénat laisse la possibilité d'arrêter la nutrition, en maintenant toutefois l'hydratation, la position est hypocrite. L'issue est bien la mort, mais une mort lente,
une mort de faim. Ensuite, concernant les directives anticipées, la Commission des affaires sociales avait déjà relativisé leur caractère contraignant. Le médecin pouvait ne pas les appliquer si la situation médicale qu'elle décrivait n'était pas la même que la situation médicale vécue par le patient. Ceci afin de prendre en considération les inquiétudes qui s'exprimaient sur des dérives possibles. Cela, malheureusement, n'a pas été suffisant, puisqu'en séance publique, le caractère contraignant a été purement et simplement supprimé. Désormais, le médecin prend en compte les directives, elles ne s'imposent plus à lui. Quant à l'obligation pour le médecin d'informer le patient sur la possibilité de rédiger des directives anticipées, le médecin sera tenu de le faire à la demande du patient. Le patient devra donc demander à être informé d'une possibilité qui lui est offerte. C'est un non-sens. Le texte, notamment suite aux changements qui ont eu lieu au Sénat, renforce cependant les demandes du législateur au sujet des soins palliatifs, couverture demandée sur l'ensemble du territoire et en dehors de l'hôpital, obligation de formation aux soins palliatifs pour le personnel des EHPAD, demande de rapport et de bilan sur la formation des professionnels de santé aux soins palliatifs ou plus globalement sur le développement des soins palliatifs. Ces évolutions vont dans le bon sens, mais elles sont limitées par le fait qu'elles émanent du législateur qui est contraint par l'article 40. En effet, ce dont les soins palliatifs ont besoin, ce sont de moyens financiers. Or, seul le gouvernement est à même d'engager ces moyens et de faire du développement de l'offre de soins palliatifs une de ses priorités. Dans l'attente, le législateur devra se contenter de son rôle de contrôle et d'évaluation, si tant est que les rapports demandés lui soient transmis. Ainsi, cette avancée sur les soins palliatifs est loin de compenser les carences du texte, tel qu'il nous est présenté suite à l'examen en séance publique au Sénat. Aussi, alors qu'il comptait voter pour le texte initial, malgré les réserves que j'ai émises dans mon intervention générale, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre la présente proposition de loi. Merci, ma chère collègue. La parole est au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans la mémoire de notre collègue Henri Caillavet, le groupe du RDSE, à l'exception de notre excellent collègue Gilbert Barbier, notre groupe votera contre ce texte. Mais nous considérons qu'en la matière, comme en bien d'autres, toutes les expressions, toutes les opinions sont profondément respectables. Certains, et nous les avons souvent combattus, crient « laissez-les vivre ». D'autres crient « laissez-nous mourir ». Le professeur Schwarzenberg a écrit « La souffrance est hideuse, et puisque les moyens existent de l'apaiser, il faut en user sans hésiter ». C'est là tout l'enjeu du débat qui touche par définition chacune et chacun d'entre nous, puisqu'il participe de l'essence même de la vie. Quitter la vie est inéluctable, la quitter dans la sérénité est un autre enjeu. C'est la raison pour laquelle, avec la grande majorité des sénatrices et des sénateurs de notre groupe, nous regrettons que le texte ne soit pas allé plus loin et qu'il n'ait pas pris en compte la volonté clairement exprimée de nombreux malades à pouvoir bénéficier de l'assistance médicalisée à mourir. Madame la Ministre, au cours des débats, vous avez dit que le Président de la République était allé aussi loin que le permet l'état de la société française, que les débats publics, les concertations, le rapport du CCNE avaient abouti à un consensus sur ce que contient le texte et que l'engagement présidentiel était respecté. Nous n'en sommes pas sûrs, tout en reconnaissant les avancées réalisées autour d'un certain consensus, pourtant si difficile à atteindre dans un domaine où l'idéologie n'a pas sa place et le respect de chaque personne doit avoir toute sa place. Selon les sondages, une grande majorité de Français se déclarent en faveur de l'euthanasie. Il est vrai
que la plupart des personnes qui ont fait l'objet de ces sondages sont en bonne santé et que lorsque le terme approche, les opinions peuvent changer. Le rapporteur l'a rappelé la semaine dernière et je peux entendre cet argument. Pour autant, même s'il ne représente qu'une minorité, la volonté des malades qui veulent devancer la mort doit être entendue et leur volonté respectée. Pourquoi refuser à une personne la possibilité de choisir? De quel droit lui interdire ce qui pour elle constitue une délivrance? N'est-ce pas là son ultime liberté? Lorsqu'une personne souffre au point de vouloir mettre un terme à une existence qu'elle juge insupportable, il est important de lui reconnaître ce droit, de lui permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité. Il ne s'agit pas d'opposer les soins palliatifs à l'assistance médicalement assistée, ni de banaliser cette pratique, mais d'accepter, au nom de la compassion, au nom de l'humanisme, que des personnes malades puissent rester maîtres de leur destin. Je le répète, nous ne devons pas leur enlever cet ultime espace de liberté. Déjà, voici 35 ans, le Sénat examinait une proposition de loi du sénateur Henri Caillavet, relative au droit de vivre sa mort. Plus de 30 ans après, le sujet est toujours extrêmement douloureux, complexe, même si de moins en moins tabou. Aussi, la présente proposition de loi est pour certains d'entre nous imparfaite ou du moins incomplète. Pour autant, ce texte a pour objectif de remettre la volonté du patient au cœur des débats. Il renforce notamment la place accordée aux soins palliatifs, une nécessité, puisque seuls 20% des personnes qui devraient en bénéficier ont accès à des structures, avec en outre, Madame la Ministre, et vous le savez, de fortes disparités territoriales, ce que la Cour des comptes a une nouvelle fois dénoncé dans son dernier rapport annuel. Cette situation résulte d'un manque de moyens, et notre collègue Barbier l'a rappelé en discussion générale, mais aussi de l'absence d'une véritable culture palliative. Même si elle a marqué une grande avancée, la loi Leonetti de 2005 est encore aujourd'hui peu connue, à la fois par les patients et le corps médical, et mal appliquée. Surtout, les personnels soignants ne sont pas suffisamment formés à l'approche, à l'accompagnement et aux soins des personnes en fin de vie, comme le relevait le rapport Sicard. La proposition de loi des députés Claes et Leonetti, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, crée un droit à la sédation profonde et continue, associé à l'arrêt des traitements de maintien en vie. Cela signifie que le patient peut demander à une équipe médicale, sous certaines conditions, de bénéficier d'une sédation jusqu'au moment du décès. Cette avancée avait été saluée par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Enfin, la proposition de loi a imposé le respect des directives anticipées au corps médical, ce qui aurait facilité la décision du médecin et la prise en charge des personnes incapables d'exprimer leur volonté. Mais les amendements adoptés en séance publique la semaine dernière ont profondément modifié le texte jusqu'à le vider pour nous de l'essentiel de sa substance. Ainsi, la sédation profonde et continue jusqu'au décès a été amputée de la mention « continue jusqu'au décès », ce qui remet en cause le caractère irréversible du recours à la sédation profonde et ne crée aucun droit nouveau pour les patients en fin de vie. Par ailleurs, les directives anticipées ne seront plus opposables. C'était pourtant l'une des grandes avancées de ce texte. Pour toutes ces raisons, la majorité de notre groupe regrette que le texte que nous allons voter dans quelques instants n'ouvre pas de perspectives nouvelles aux patients qui réclament pour eux-mêmes et pour leurs proches une fin de vie apaisée et digne. Aussi, je l'ai dit, la très grande majorité d'entre nous, à l'exception de notre ami et collègue Gilbert Barbier, dont les convictions sont connues, sont respectables, et il l'a exprimé avec toute son honnêteté et sa conviction au cours des débats, à son exception, nous voterons contre ce texte, avec aussi conviction, car nous savons les uns et les autres qu'il faudra continuer à avancer. C'est inéluctable, c'est conforme à ce que souhaite la grande majorité de nos concitoyens et c'est un devoir d'humanisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 de notre règlement au scrutin public qui sera ouvert dans quelques instants, ce conformément aux dispositions du chapitre 15 bis de l'instruction générale du Bureau. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est admise par sénateur.
Je déclare le scrutin ouvert pour une demi-heure et je suspends la séance.